Bonjour, question-réponse numéro 17 je crois. On m'a pas demandé de parler de jumeaux. Je suis pas un spécialiste des jumeaux, mais on m'a demandé d'expliquer ce phénomène. Est-ce que ce sont deux âmes qui s'incarnent dans une seule famille? Mais non, ça peut pas être deux âmes, puisqu'il s'agit de l'âme, le géniteur étant le père, il s'agit d'un seul spermatozoïde. Donc, vous comprenez, donc il ne peut pas y avoir deux âmes qui s'incarnent dans une seule naissance en deux corps. C'est bien votre âme qui décide de vivre une double expérience. Alors je sais que vous allez me dire comment c'est possible, mais oui c'est possible. L'âme peut décider de se projeter sur une, deux, trois, même quatre, même cinq vies différentes en même temps. Les quintuplés, les sextuplés, ça existe. Si vous regardez le film Little Buddha, que je vous conseille, à la fin, en fait, la réincarnation du lama en question, qu'il pense avoir retrouvé dans cet enfant américain, en fait, il est également présente dans une petite fille et également dans un autre petit garçon. En fait, il se rend compte que l'âme du lama qui doit se réincarner a choisi de se réincarner dans trois corps différents. Alors, là, j'y crois un peu moins parce que je vois pas comment une seule âme peut se projeter dans trois enfants différents, de trois parents différents. C'est pas la même chose qu'une âme qui se réincarne dans les mêmes parents, par le processus de la même naissance, c'est-à-dire avec un seul spermatozoïde, un seul ovule. Dans le cas des jumeaux, l'âme a choisi de vivre deux expériences différentes dans la même famille. Alors ça peut être pour une raison peut-être d'accélération du processus évolutif. Et c'est pour ça que les jumeaux sont autant liés, en fait, en réalité. Ils sont très liés. Ils sont liés parce qu'ils ont la même âme. Hein. Alors, ils ont deux égos différents. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on va trouver chez les jumeaux de grandes ressemblances. Mais on va, sur le plan de l'expression, on va trouver deux personnalités différentes. Pas tellement différentes, mais quand même, on peut trouver des différences vraiment incroyables des fois. On a deux jumeaux qui sont totalement même opposés, un jovial et un plutôt introverti. C'est quand même très, très, très bizarre. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce phénomène. Hein. C'est un phénomène assez courant. Et effectivement, votre âme peut choisir de vivre plusieurs existences simultanées sur Terre. Alors, dans le cas de Little Buddha, dans le cas du lama en question, peut-être l'âme très élevée de ce lama a des facultés de pouvoir se projeter dans plusieurs familles différentes. J'ai dit que j'avais du mal à y croire, mais c'est bon, pourquoi pas? Non, c'est tout à fait possible après tout, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne les jumeaux, non, je maintiens que c'est une âme qui s'incarne, qui décide de vivre deux vies simultanément, pour des raisons qui lui sont propres, hein, c'est qu'elle en a besoin tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Une autre question qui me dit, alors voilà, ça c'est un truc qui revient souvent, on me dit à force de nous dire qu'il va y avoir la guerre et qu'il va y avoir une guerre nucléaire ou des choses comme ça, vous faites grossir un égrégore de peur. D'accord. Alors donc, je vais reprendre ma métaphore du volcanologue qui observe une montée de magma et qui sait que le volcan va partir en éruption et qui fait tout ce qu'il peut pour alerter le monde autour de lui. Est-ce qu'il grossit un égrégore de peur ou est-ce qu'il fait un rôle informatif? Même si au final ce volcan ne rentre pas en éruption. Est-ce que c'est pas de la prévention? Je veux dire, si ça vous fait peur de savoir qu'il y a un gouvernement mondial, de savoir qu'il pourrait y avoir des satanistes, qu'il pourrait y avoir de la magie noire, qu'il y a des enlèvements d'enfants, qu'il y a de la torture, si ça vous fait peur, c'est pas mon problème. Comprenez bien que l'information, si elle vous fait peur, ça vous donne l'occasion de travailler sur vos peurs. Hein? C'est à vous de ne pas avoir peur. C'est pas l'information qui doit pas vous faire peur. Aller vivre selon la politique de l'autruche et dire non mais moi je veux rien entendre, je veux rien savoir, c'est parce que vous êtes un peureux. C'est tout simplement.
Quand on ne veut pas s'intéresser aux choses parce que ça vous fait mal ou parce que ça vous fait peur, vous trouvez que c'est un comportement courageux de quelqu'un de responsable et d'adulte? Moi, je trouve pas. Donc je pense que, regardez ce que font quand il y a un risque de pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan généralisé de prévention, de vaccination. Bon, ça c'est une autre discussion. Hein, j'ai fait une vidéo sur la vaccination, vous pourrez en parler. Mais c'est préventif pour éviter l'éventuelle épidémie ou pandémie. Donc par prévention, il ne s'agit pas de faire grossir l'égrégore de peur. Je sais pas, dire à quelqu'un, tu sais, si tu sors par moins 10 degrés en slip, tu risques d'attraper la crève, c'est pas lui faire peur, hein, c'est lui donner une information. Encore une fois, si les choses vous font peur, c'est à vous de travailler sur vos peurs. C'est pas à l'informateur de faire attention à comment il doit vous dire les choses. Moi, je crois pas. Voilà. Moi, je pense que si on observe un petit peu ce qui se passe dans le monde, effectivement, il y a un risque d'embrasement généralisé, même si en ce moment on voit qu'en Syrie, la Russie a gagné la partie clairement, et qu'on a un revirement à 180 degrés du discours et de la politique américaine extérieure, et que donc fatalement ça va rejaillir sur la France tôt ou tard, et qu'on va être obligé à un moment donné de pactiser avec Poutine et Assad. Je pense que de toute façon ils n'ont pas dit leur dernier mot, hein, je parle de l'Occident, hein, et ils viennent de perdre une bataille majeure, et ils ne vont pas laisser ça comme ça, parce que leur but à eux c'est d'instaurer leur nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, et la Russie n'a pas sa place là-dedans. Enfin, pour eux, elle n'a pas la place, alors qu'en réalité elle a tout à fait sa place. La grandeur de la nation russe est prévue de longue date par la fraternité blanche, hein. Donc la fraternité blanche a prévu aussi que la France avait aussi un grand rôle à jouer. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur la France. Or, la France, on est en train de la démanteler bout par bout, morceau par morceau. On est en train de vendre les terrains, on est en train de vendre les domaines viticoles, les châteaux, les entreprises. Même la dette française est rachetée par le Japon, qui est lui-même le pays le plus endetté du monde, qui détient 30% de notre dette. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la France est en train d'être démantelée, tout simplement. C'est-à-dire c'est fini, elle n'est plus un pays, hein, et elle est en train d'être démantelée. Le peuple français est en train de disparaître, de se fondre, et voilà, j'en ai parlé de tout ça déjà. Et si ça ne vous fait pas peur, mais que vous en prenez conscience, très bien. Ça va peut-être nous permettre d'agir et d'éviter le pire. Parce que le pire, c'est qu'à un moment donné, tout ça, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Hein, à un moment donné, il va y avoir un réveil. Hein. Donc, moi je suis désolé, c'est vrai que ça fait longtemps que je dis qu'il va y avoir une explosion civile, il va y avoir une explosion, un réveil qui va être explosif, des affrontements, etc. C'est de toute façon ce que je pense inévitable. Voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense. Bon, après, je ne suis pas là pour vous faire peur. Bon, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi et de me dire que je dis n'importe quoi, que je me trompe, ou que ça n'arrivera pas parce que... Très bien, vous avez le droit d'avoir vos arguments. Moi, je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens. Et je ne suis pas là, je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour, au contraire, essayer de vous faire réagir et vous éveiller à la réalité de ce qui se passe actuellement. Quand je montre des images de chemtrails à ma famille, on me dit oui, c'est normal, c'est les traces d'avion, c'est tout à fait normal, c'est la condensation, etc. J'ai beau leur montrer des quadrillages voilà, de condensation de traces d'avion, ils me disent non mais c'est du Photoshop. Ils ne me croient pas. Ils me disent arrête avec tes trucs, tu nous fous la trouille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'arrête d'en parler. Mais je l'ai dit. Et quand j'aurai une preuve définitive que les chemtrails... D'ailleurs j'en ai des preuves définitives que les chemtrails sont bien des épandages. Mais quand j'aurai du temps à perdre et que j'aurai envie de leur montrer, je leur montrerai. Mais c'est à eux de travailler sur leur peur. C'est eux qui ne veulent pas voir les choses. Vous comprenez? Voilà. Quand les gens ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir, vous ne pouvez rien faire. Moi je ne suis pas là pour convaincre les gens, c'est ça en fait. La chose, c'est que quand on partage une information, c'est pas pour convaincre. Moi j'ai pas envie de vous convaincre, ça ne m'intéresse pas. Souvent vous m'envoyez vos vidéos pour me demander mon avis sur les autres vidéos des autres personnes. Mais moi, qu'est-ce que j'ai comme légitimité pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. J'ai rien à dire. Moi, faites votre chemin, faites votre petit bonhomme de chemin, essayez d'avoir votre propre jugement, hein,
Et moi, je suis juste là pour dire ce que je pense et partager les informations que j'ai. C'est tout. Je suis pas là pour vous convaincre, hein. Je suis là pour convaincre personne. Je suis là pour informer. La différence entre l'information et essayer de convaincre les gens, elle est énorme, hein. Voilà. Donc, je fais un rôle d'informateur et pas un rôle de manipulateur. Voilà. Je suis pas là pour manipuler les gens. Je suis là pour informer. Donc, que ce soit clair, je ne suis pas là pour nourrir les peurs, mais pour informer. Alors, si l'information fait peur, c'est pas mon problème, c'est pas de ma faute. Souvent on me dit oui, mais nous on préfère parler de choses positives, on préfère parler de choses de méditation, de reconnexion avec l'âme. Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos où tu parles d'un côté de choses spirituelles et de l'autre côté de choses bassement terrestres avec les préoccupations humaines, les guerres, etc. Mais je vous signale que l'enracinement et que le travail spirituel sur Terre commence par l'enracinement. Que l'enracinement, ça veut dire se préoccuper de ce qui se passe sur Terre, dans votre foyer, dans votre famille, de temps en temps même faire la vaisselle, faire le ménage, changer les draps, de faire des choses bassement matérielles. Ça fait aussi partie du travail spirituel qu'on vous demande. Je le dis parce que je suis bien placé pour vous le dire, parce que moi qui ai toujours passé mon temps perché là-haut, on m'a souvent ramené ici en disant pop, tu t'occupes de ce qui se passe ici-bas, parce que là-haut, tu vas y retourner de toute façon, c'est pas le moment. C'est clair ça? Donc, quand on me dit ouais, mais nous on pense à des choses positives, on veut parler de choses spirituelles, la spiritualité commence à s'enraciner. La mise à la terre. J'ai fait une vidéo qui s'appelle La mise à la terre. Et la mise à la terre, ça veut dire s'occuper de ce qui se passe ici-bas. S'occuper de ce qui se passe ici-bas, si les gens s'occupaient un peu plus de ce qui se passe ici-bas et ils prêtaient un peu plus attention, on laisserait peut-être pas une élite malfaisante démanteler notre pays et foutre l'Occident et le monde entier au bord de la guerre mondiale. Pourquoi? Parce que leur système bancaire est en train de s'écrouler. Un système virtuel qui n'existe pas, de l'argent virtuel, inventé, qui est en train de s'écrouler sur lui-même, qui fait qu'on est en train de tout vendre à des gens qui sont des escrocs en réalité. Hein, les gens qui ont inventé la monnaie sont des escrocs. Voilà. Et si les gens s'intéressaient à toutes ces questions, on ne laisserait pas cette clique-là nous mener à la perte et à l'affrontement final. On s'en occuperait et on dirait on ne veut plus pour vous, vous dégagez. Le problème c'est que dans 2 ans, en France, on va revoter pour des gens comme ça, parce que les gens ne sont pas éveillés et ne sont pas ni spiritualisés ni enracinés. La vérité est là. C'est que les gens sont matérialistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont enracinés. Voilà. Et vous savez, être matérialiste, c'est regarder son petit nombril et son petit quant à soi et ce qui nous intéresse. Mais être enraciné, c'est pas ça. Être enraciné, c'est faire attention à ce qui se passe à son voisin, faire attention à ce que son jardin soit bien entretenu et à ne pas nuire au jardin des autres. Déjà, ça commence par là, l'enracinement. Voilà. Hein. Donc, le travail spirituel consiste aussi à faire attention à ce qui se passe dans le monde et à faire partie intégrante de ce tout qu'est l'humanité. C'est pas parce que vous habitez loin d'un conflit mondial qui se déroule dans un autre pays qu'il ne faut pas s'y intéresser. L'humanité est une et indivisible, n'oubliez pas. Vous faites partie de l'humanité. Donc la souffrance des uns va finir par vous affecter tôt ou tard. Si l'Occident n'avait pas été bombardé, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, et j'en passe, parce que c'est l'Occident qui fait ça, hein, avec Israël, hein, on n'aurait pas aujourd'hui une vague migratoire. Hein, et on n'aurait pas des centaines de milliers de clandestins, parce que ce ne sont pas des migrants, ce sont des clandestins qui débarquent comme ça, hein, avec une soif de vengeance. Et ils ont raison, hein, parce que eux, bien sûr, ils assimilent le peuple européen à la politique européenne. Ça, c'est leur erreur. Mais l'erreur des Européens, c'est de voter pour des gens qui nous mettent dans cette situation-là. Et s'enraciner, c'est prendre conscience de ça aussi. Voilà. Et ça ne vous empêche pas de faire un travail spirituel parallèlement, et de méditer, et dans vos méditations, de demander à votre âme quelles pourraient être les solutions pour que nous vivions dans un monde meilleur, un monde où règnent les justes relations humaines, la bonne volonté. Ça, c'est un travail spirituel. Faire une méditation qui vous met en contact avec votre âme pour méditer sur ces sujets importants, et ensuite les enraciner en conscience avec ce qui se passe réellement dans le monde aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de... moi, je ne vois pas la différence entre ma vidéo sur la mort de la France et ma vidéo sur la géométrie sacrée, ou sur les cristaux, ou sur la méditation. Il n'y a pas, pour moi, de différence.
Pour moi, ce sont des sujets spirituels. La politique est un sujet spirituel. D'ailleurs, les maîtres de sagesse et la fraternité blanche essayent de rentrer en contact avec les politiciens et les élus. Ils essayent. Ils essayent. Ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent. Parce qu'ils essayent comment dire, pas d'influencer, mais de guider au mieux les gens qui sont à la tête de l'humanité et qui sont élus pour ça. Vous savez, hein, les destinées des gens sont choisies à l'avance. Donc les maîtres de sagesse et la fraternité blanche, la hiérarchie, sait très bien qui va être destiné à devenir un leader politique, un leader. Donc ce sont des âmes, les leaders politiques, qui ont été choisis avant. Après, ils se font corrompre par la finance et ils se font corrompre par le matérialisme, ça c'est une chose. Il y en a qui ne se font pas corrompre. Hugo Chavez, par exemple. Vous voyez, des gens comme ça. Poutine. Voilà, on a des gens qui ne se laissent pas corrompre. Et ce sont des gens qu'il faut soutenir. Alors Chavez, bon, bah, il s'est fait voilà, cancer, hein, il s'est fait inoculer, voilà. Pourquoi? Parce qu'ici-bas, qui est-ce qui dirige? C'est la toute-puissance de la clique satanique qui dirige, pour X raisons. Et quand je parle de Satan, c'est aussi un sujet spirituel. On me dit, tu parles trop de choses négatives. Je ne parle pas de choses négatives, je parle de ce qui existe. Il existe une voie matérialiste et il existe une voie lumineuse dans l'évolution des gens. C'est à vous de choisir votre voie. Mais toutes les deux voies sont des voies d'apprentissage de toute façon. Que vous choisissez une voie matérialiste, ou matérialiste dit sataniste, hein, ou que vous choisissiez une voie lumineuse de détachement, ce sont quand même deux chemins d'évolution. Un chemin qui mène à la libération, la voie lumineuse, et un chemin qui mène à une impasse, et qui de toute façon, tôt ou tard, vous ramène sur un chemin lumineux. Donc les deux voies sont positives. Il n'y a pas de négatif. Même dans la guerre, il n'y a pas de négatif. Je suis désolé de le dire. Vous me dites, mais quoi? Mais comment ça, il n'y a pas de négatif? Mais ça tue des centaines de milliers de personnes, ça détruit des familles, ça tue des enfants. Ça crée de la souffrance. Là, je suis d'accord. Ça crée du karma négatif. Exact. Mais il y a aussi du positif dans la destruction. J'ai déjà expliqué que la nature elle-même utilise le rayon 1 de destruction pour se régénérer et pour évoluer. La destruction fait aussi partie de l'évolution. Notre drame à nous, c'est de penser, quand nous voyons un enfant mort sur une plage, notre empathie, notre compassion, et surtout notre émotionnel, nous scandalise, nous horrifie, parce que nous considérons que c'est irrattrapable, que c'est... Mais dans l'absolu et sur le plan occulte, la mort d'un enfant, la mort de quelqu'un, quel qu'il soit, et la libération d'une âme de sa coquille charnelle, qui est son corps physique, la libération, il va rejoindre plus rapidement les plans supérieurs pour pouvoir se réincarner plus tard et vivre une autre existence. Donc de toute façon, sur le plan occulte, ésotérique ou spirituel, la mort de quelqu'un, que ce soit un enfant ou autre, ou même d'un animal, n'est pas vécu, n'est pas conçu comme quelque chose de négatif. Ce qui est négatif, c'est la souffrance qui a été engendrée. Voilà. Vous comprenez la différence? La destruction n'est pas négative, ce qui peut être vécu comme du négatif, c'est le karma de souffrance, et donc le karma négatif qui s'accumule. Ça, oui. Voilà. Bon, alors, pour les questions-réponses, j'en oublie, on m'en a mis une autre, je ne me rappelle plus ce que c'était. Est-ce que... Alors, encore l'obsession des reptiliens. Non, arrêtez avec les reptiliens. Arrêtez, franchement, il faut arrêter de faire des obsessions là-dessus. Voilà. S'il y avait des extraterrestres néfastes et malfaisants au point de vouloir nous anéantir, ils le feraient depuis longtemps. Voilà. Donc il faut arrêter de craindre les reptiliens ou de craindre les invasions extraterrestres. Je sais que Hollywood adore faire des films là-dessus. Il y a encore la suite de Independence Day qui va sortir, où encore on va voir de vilains extraterrestres venir détruire l'humanité. S'ils avaient voulu et s'ils voulaient le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils ne veulent pas nous détruire d'abord. Bon, ça leur serait difficile parce qu'ils se heurteraient à d'autres confréries galactiques qui les en empêcheraient. Et ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils ont besoin de notre énergie pour se nourrir. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et pour éviter de se faire vampiriser par un reptilien, il y a des règles de vie à adopter. C'est tout. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir de microbes sur vous, il faut vous laver. Si vous ne voulez pas être couvert de sangsues, ne vous baignez pas dans des étangs
et dans des marais. Et bien pour les reptiliens, si vous ne voulez pas qu'ils vous vampirisent, il y a certaines règles de vie à adopter, qui sont la protection, d'abord, promo, la méditation, et puis surtout, voilà, alors c'est ça qu'on me demande, on me demande encore sur les chakras, laissez tomber vos chakras, oubliez-les, hein. Concentrez-vous sur votre vie de service, parce que la majorité des gens sont polarisés dans le plexus solaire, c'est-à-dire le chakra Manipura chakra, hein, le chakra du plexus solaire, et la majeure partie des gens ont leur conscience qui est éveillée à ce niveau-là, hein, au niveau du plexus solaire. Nous sommes des êtres émotionnels de nature, et l'émotionnel est centré, situé dans le plexus solaire. Quelqu'un qui est situé, centré dans le plexus solaire, c'est-à-dire la majorité des gens, qui essaye de faire mumuse avec le pouvoir créateur du centre laryngé, va avoir de gros problèmes, hein, parce que vous n'êtes pas habilité à vous servir de cette énergie, de cette puissance-là. Voilà. C'est comme si on vous donnait à piloter une Formule 1, alors que vous n'avez pas le permis. Voilà. Vous allez vous foutre dans le décor au premier virage. Donc, arrêtez de faire mumuse avec vos chakras et vos pouvoirs spirituels, vous en avez, mais la façon la plus saine de, quand on est polarisé dans le plexus solaire, la solution la plus saine pour augmenter ses vibrations, c'est de transmuer et d'éveiller ces énergies émotionnelles à des énergies d'amour inconditionnel, de compassion qui est centrée dans le cœur, et non pas ici, et non pas ici. Quand vous serez centré dans le cœur, à ce moment-là, il y aura un autre triangle d'énergie qui va se former entre le cœur, le centre laryngé et le troisième œil. À ce moment-là, on pourra commencer à parler de pouvoir supérieur et créateur. Mais tant qu'on est centré dans le moi-je, dans le moi-j'ai peur, moi j'aime ci, moi je veux ci, je désire ça, etc., on est dans le plexus solaire. Quand on est dans le plexus solaire, la conscience est dans le plexus solaire. Nous sommes des gens intuitifs à ce moment-là, nous sommes des gens instinctifs qui pouvons avoir de l'intuition qui parle à travers le plexus solaire. Nos peurs, nos ressentis parlent, notre âme nous parle à travers le plexus solaire. À ce moment-là, nous sommes des gens qui sommes sujets aux angoisses, aux crises de panique, etc. etc. Et donc, ne pas essayer non plus d'éveiller le centre cardiaque sans travailler sur son plexus solaire. Comment travailler sur son plexus solaire? Par une vie de service compassionnel, c'est-à-dire s'occuper des autres et arrêter d'axer sa vie sur soi-même et ses propres désirs. Si vous voulez développer vos qualités de cœur et qualités d'âme, hein, qui est un canal primordial pour l'âme, centre cardiaque, il faut arrêter de regarder votre nombril et vous tourner vers les malheurs des autres et essayer de voir ce que vous pouvez faire pour eux. C'est la seule solution, avoir une vie de service. Et une vie de service, ça veut dire une vie de service actif sur le plan physique. Donc vous occupez de ce qui se passe ici-bas, de la souffrance des autres, de la souffrance mondiale. C'est pour ça que je dis que c'est un travail spirituel que de travailler sur ce qui se passe ici-bas et de s'occuper de ce qui se passe ici-bas sur Terre. Parce que puisque la majorité des gens sont polarisés dans le plexus solaire, eh bien ça va leur permettre d'arrêter de regarder leur nombril, hein, et de regarder ce qui se passe et de travailler sur ce qu'ils pourraient faire pour changer ce monde. Voilà. À ce moment-là, vous allez avoir des qualités de générosité, d'empathie, de compassion, qui vont transmuer vos énergies du plexus solaire vers votre énergie cardiaque, et des qualités de cœur vont se dégager. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. C'était le question-réponse 17. On se retrouve bientôt pour la suite des événements. À bientôt.